Dans la pénombre d'un temple zen perdu dans les montagnes du Japon, un moine se tient assis face à un mur blanc, immobile. Si immobile qu'on pourrait le croire mort. Derrière lui, à exactement 3 mètres, son maître observe en silence. Dans sa main, une fine baguette de bambou. Sans prévenir, il la fait siffler dans l'air et frappe le dos du moine. Un coup sec, précis. Le moine ne bronche pas un tressaillement, pas même un battement de paupières. « Où était ton esprit ?» demande le maître d'une voix aussi douce qu'une lame. « Nulle part, maître. » Mensonge. Un autre coup, plus fort cette fois. « Où était ton esprit ?» « Sur le mur, maître. » Mensonge. Le maître s'agenouille et approche son visage de l'oreille du disciple. « Ton esprit était en train de m'attendre, en train d'anticiper le prochain coup, en train de se préparer à ne pas réagir. C'est pour ça que tu as échoué. » Il se relève et pose la baguette. Un esprit qui se prépare à se concentrer n'est pas concentré. Il est fragmenté, divisé entre ce qui est et ce qui pourrait être. Le vrai focus n'a pas d'ombre. Cette scène, ce paradoxe impossible. Comment être concentré sans se concentrer? Comment maîtriser son attention sans la contrôler? Vous connaissez cette torture moderne. Vous ouvrez votre ordinateur pour travailler, 15 onglets s'ouvrent au cas où. Votre téléphone vibre, vous le regardez juste une seconde. Une notification, puis une autre. 2 heures plus tard, vous n'avez rien produit de valable. Votre esprit est comme une lanterne brisée. La lumière fuit par 1000 fissures. Les maîtres zen ont découvert il y a des siècles ce que la neuroscience confirme aujourd'hui. La concentration n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous arrêtez de détruire. Et pour cela, il existe un rituel ancien. Un rituel qui ne demande aucun outil, aucune application. Juste vous et votre ombre intérieure. Chapitre 1. Le génie fragmenté. Kenji arrive au monastère de Sogenji à l'âge de 22 ans. Dans sa vie d'avant, il était prodige. Diplômé de la meilleure université de Tokyo à 19 ans, 3 offres d'emploi dans des entreprises prestigieuses, un esprit brillant, affûté comme une lame. Mais quelque chose s'est brisé. Il pouvait lire 10 pages et ne se souvenir de rien. Commencer un projet et se retrouver paralysé devant l'écran. Avoir une conversation et réaliser qu'il n'avait pas écouté un seul mot. Son esprit était devenu un papillon erratique, incapable de se poser nulle part. « Je n'arrive plus à me concentrer », dit-il au maître Takuan lors de leur première rencontre. « Je pensais que venir ici, loin de la ville, des distractions, résoudrait le problème. » Le vieux maître reste silencieux pendant presque 1 minute. Son regard traverse Kenji comme si celui-ci était transparent. « Montre-moi comment tu médites. » Kenji s'assied en position du lotus, ferme les yeux. Sa posture est parfaite. Il a lu 20 livres sur la méditation avant de venir. 10 secondes passent. « Stop !» dit le maître. Kenji ouvre les yeux, surpris. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout. Décris-moi ce qui s'est passé dans ta tête pendant ces 10 secondes. Il hésite. J'ai essayé de me concentrer sur ma respiration, mais j'ai pensé à ma posture. Puis je me suis demandé si je le faisais correctement. Puis je me suis dit que je pensais trop. Puis... Exactement, coupe le maître. Tu ne méditais pas, tu te regardais méditer. C'est ton problème. Il se relève et marche lentement autour de Kenji. Tu souffres de la maladie de l'homme moderne, l'hyperconscience. Tu es tellement conscient de toi-même que tu crées un observateur intérieur, un juge, une voix qui commente chaque pensée, chaque action. Cette voix est ton ennemi. Mais n'est-ce pas important d'être conscient de ses pensées? Le maître sourit. Un sourire triste, presque compatissant. Il y a une différence entre être présent et être surveillé. Quand tu marches, est-ce que tu penses « maintenant je lève le pied gauche, maintenant je le pose, maintenant le pied droit » Non, tu marches simplement. Mais dès que tu essaies de méditer, de te concentrer, d'être productif, tu crées ce surveillant. Et ce surveillant consomme 70% de ton énergie mentale. Le lendemain, le maître Takuan donne à Kenji sa première tâche. Pendant 7 jours, tu vas faire une seule chose, balayer la cour du temple, de l'aube au coucher du soleil. Juste balayer. Kenji rase mal sa déception. Il est venu chercher l'illumination, pas pour être un homme de ménage. Mais il obéit. Le premier jour, il balaie pendant 10 minutes avant que son esprit ne commence à vagabonder. C'est stupide, je perds mon temps. Je devrais méditer, pas balayer. Combien de temps encore? Mes jambes me font mal. Il compte les coups de balai, regarde le soleil pour estimer l'heure, planifie mentalement ce qu'il fera après. Le soir, épuisé, il retourne voir le maître. Comment c'était? Épuisant et ennuyeux, je dois l'avouer. Où était ton esprit? Partout, sauf sur le balayage. Le maître hode la tête. Bien.
Au moins tu es honnête. Demain, même exercice. Mais cette fois, je vais te donner un outil. Il tend à Kenji une petite pierre noire, lisse et polie. Qu'est-ce que c'est? Ton ombre. Chaque fois que tu réalises que ton esprit a vagabondé, tu changes la pierre de poche. De la gauche à la droite, de la droite à la gauche. Ne compte pas, juste change. Chapitre 2. Muga, la dissolution de l'ombre. Le deuxième jour, Kenji commence à balayer avec la pierre dans sa poche gauche. 2 minutes passent, il pense à sa mère, il remarque, change la pierre de poche. 1 minute, il planifie son déjeuner, il remarque, change la pierre. 30 secondes, il se demande si l'exercice fonctionne, change la pierre. Pendant les 2 premières heures, la pierre change de poche environ 100 fois. C'est ridicule, pense-t-il, puis il réalise qu'il vient encore de vagabonder, change la pierre. Mais quelque chose d'étrange commence à se produire. Vers midi, alors que le soleil est à son zénith, Kenji réalise qu'il a balayé pendant 20 minutes sans changer la pierre. 20 minutes où il était simplement là. Le balai, les feuilles mortes, le bruissement du bambou. Pas de jugement, pas de surveillance, juste l'action pure. Ce soir-là, le maître l'attend sur le perron. « Tu as compris quelque chose aujourd'hui ?» Ce n'est pas une question. « Oui, répond Kenji. Quand je ne pense pas à me concentrer, je suis concentré. » Presque. Quand tu ne penses pas du tout, tu es concentré. Il y a une différence. Le maître l'invite à s'asseoir et lui explique le concept de Muga, littéralement absence de soi en japonais. Dans le bouddhisme zen, nous ne cherchons pas à renforcer l'esprit. Nous cherchons à dissoudre l'illusion qu'il existe un moi séparé de l'action. Cette illusion, nous l'appelons l'ombre. Il dessine avec son doigt dans la poussière. Quand tu balaies, il y a le balayage. Mais ton esprit crée une ombre. Je suis en train de balayer. Puis, une ombre de l'ombre. Je me regarde balayer. Puis, une ombre de l'ombre de l'ombre. Je juge ma façon de me regarder balayer. Ces ombres consomment ton énergie. Elles fragmentent ton attention. Elles transforment un acte simple en torture mentale. Kenji comprend soudainement. C'est pour ça que je suis épuisé même quand je ne fais rien de physiquement difficile. Je crée des ombres de tout. Exactement. L'homme moderne ne vit pas sa vie. Il la commente, il la filme, il la juge, il la compare. Il produit des ombres infinies. Et il se demande pourquoi il se sent vide. Les jours suivants, Kenji continue le rituel de la pierre. Mais le maître modifie l'exercice. Maintenant, Kenji doit balayer en fermant les yeux pendant 30 secondes toutes les 5 minutes. Pourquoi ? Demande Kenji. Parce que 80% de tes distractions viennent de tes yeux. Ils cherchent constamment de nouvelles informations. En les fermant, tu forces ton esprit à s'ancrer dans le mouvement, le son, la sensation. Le premier jour de cet exercice, Kenji se sent ridicule. Il accroche les obstacles, se perd. Mais le 3e jour, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les yeux fermés, il peut sentir la texture exacte de chaque feuille morte sous le balai. Il peut entendre le grain de sa respiration. Il peut distinguer le vent dans les bambous du vent dans les pins. Le monde devient infiniment plus riche quand il cesse de le regarder. Il ouvre les yeux et pour la première fois depuis des années, il voit vraiment. Les couleurs sont plus vives, les contours plus nets, comme si quelqu'un venait d'augmenter la résolution de la réalité. « C'était comme ça tout le temps ?» demande-t-il au maître. « Oui, mais tu regardais tellement d'ombres que tu ne voyais plus le monde réel. » Le maître lui enseigne alors la pratique formelle, le rituel de l'ombre. Chaque matin, avant toute tâche importante, Kenji doit s'asseoir pendant 3 minutes, fermer les yeux et compter ses respirations avec la pierre. Première respiration, pierre à gauche. Deuxième respiration, pierre à droite. Mais dès que l'esprit vagabonde, une pensée, un jugement, une anticipation, il recommence à 0. L'objectif n'est pas d'arriver à 100 respirations. L'objectif est de devenir conscient de chaque naissance d'ombre, car tu ne peux dissoudre que ce que tu vois naître. Les premières semaines, Kenji dépasse rarement 5 respirations avant que son esprit ne s'échappe. Mais lentement, imperceptiblement, quelque chose change. Les ombres ne disparaissent pas, mais elles perdent leur pouvoir. Elles deviennent transparentes. Il peut les voir apparaître et disparaître sans les suivre. Comme des nuages qui traversent le ciel sans affecter le ciel lui-même. Chapitre 3. L'épreuve du silence absolu. C'est le 40e jour. Le maître Takuan convoque Kenji dans la salle de méditation principale. Tu as progressé, mais le vrai test arrive maintenant. Il désigne un coussin au centre de la pièce. Tu vas méditer ici pendant 24 heures, sans bouger, sans dormir, sans manger. Kenji sent son estomac se contracter. 24 heures ? Et il y a une règle supplémentaire.
Si tu bouges, même d'1 millimètre, l'épreuve recommence à 0. Mais c'est impossible. Pour ton esprit d'ombre, oui. Pour ton vrai esprit, c'est aussi naturel que respirer. Kenji s'assied, le maître allume une bougie et quitte la pièce. La première heure est presque facile. Kenji utilise tout ce qu'il a appris. La pierre dans sa poche, la conscience des ombres naissantes. La deuxième heure, la douleur commence. Son genou gauche, puis son dos, puis sa nuque. Juste bouger un peu, personne ne saura. Mais il ne bouge pas. La troisième heure, la douleur devient une symphonie. Chaque cellule de son corps hurle. L'envie de bouger n'est plus une envie, c'est une nécessité vitale primitive. Et c'est là que Kenji fait une découverte terrifiante. La douleur n'est pas le problème. L'ombre de la douleur est le problème. Il y a la sensation pure dans son genou, une pression, une chaleur, une pulsation, neutre, juste de l'information sensorielle, mais son esprit crée une ombre. C'est insupportable, je ne vais pas y arriver, je dois bouger. Cette ombre amplifie la douleur d'un facteur 100. Il se souvient des mots du maître. Tu ne peux dissoudre que ce que tu vois naître. Il observe l'ombre se former, la voit prendre substance, la voit grandir. Et pour la première fois, il ne la suit pas. L'ombre existe, mais elle n'a pas de pouvoir sur lui. Les heures suivantes sont une odyssée silencieuse. Kenji découvre qu'il n'existe pas un seul esprit, mais des centaines, des milliers, comme des personnages dans une pièce de théâtre qui se battent pour contrôler son attention. Il y a l'esprit qui a peur, l'esprit qui juge, l'esprit qui planifie, l'esprit qui rêve, l'esprit qui doute. Mais au centre, immobile, il y a quelque chose d'autre. Quelque chose qui observe sans être affecté, qui existe sans effort, qui est présent sans intention. Les maîtres zen l'appellent Honshin, l'esprit originel. Ce n'est pas quelque chose que Kenji atteint, c'est quelque chose qu'il était tout le temps caché sous les ombres. Quand la bougie arrive à sa fin, exactement 24 heures plus tard, le maître entre dans la pièce. Kenji ouvre les yeux, mais quelque chose a changé dans son regard. Il n'y a plus cette agitation, cette recherche constante. Il y a juste la présence. « Comment te sens-tu » demande le maître. « Je ne me sens pas, je suis. » Le maître sourit, un vrai sourire cette fois. « Bien, maintenant tu peux commencer ton vrai entraînement. » Kenji est confus. « Commencer ? Mais est-ce que je ne pensais pas que c'était l'épreuve finale ? » Non, c'était juste la porte. Maintenant tu dois vivre avec cette compréhension, non pas pendant 24 heures dans un temple, mais pendant toute ta vie dans le chaos du monde. La vraie maîtrise n'est pas de méditer en silence, c'est de rester sans ombre au milieu de la tempête. Chapitre 4. La neuroscience du focus sans effort. Ce que le maître Takuan enseignait à Kenji, les neuroscientifiques modernes l'étudient avec fascination. Le docteur Amishi Jha, neuroscientifique à l'université de Miami, a passé 15 ans à étudier l'attention. Ses découvertes sont stupéfiantes. Nous pensions que la concentration était comme un muscle, dit-elle. Plus vous l'entraînez, plus elle devient forte. Mais c'est faux. La concentration n'est pas quelque chose que vous créez, c'est quelque chose que vous libérez en éliminant les interférences. Ces interférences, ce sont exactement les ombres que le maître décrivait. Quand vous essayez de vous concentrer, votre cerveau active 2 réseaux neuronaux contradictoires. Le réseau de science, qui cherche constamment de nouvelles informations importantes, le réseau de mode par défaut, qui génère des pensées automatiques sur le passé et le futur. Ces 2 réseaux se battent pour vos ressources mentales. Le résultat, une fragmentation constante. Mais il existe un 3e réseau, le réseau central exécutif. C'est votre capacité de focus pur. La clé, ce réseau ne peut fonctionner que quand les 2 autres sont silencieux. Une étude fascinante de l'université de Stanford a mesuré l'activité cérébrale de moines zen pendant la méditation. Résultat, après 20 minutes, leur réseau de science et de mode par défaut montre une activité proche de 0. Leur cerveau consomme 40% moins d'énergie que celui d'un non-méditant qui se concentre. Ils ne font rien. C'est pour ça qu'ils sont ultra performants. Le docteur Andrew Huberman explique: le paradoxe du focus moderne est que plus vous essayez de vous concentrer, plus vous créez de l'interférence. C'est comme essayer de voir le fond d'un lac en agitant l'eau. Les pratiques contemplatives traditionnelles ne renforcent pas le focus. Elles apprennent au cerveau à arrêter de créer de turbulences mentales. L'exercice de la pierre que Kenji pratiquait active un mécanisme neurologique précis.
la conscience métacognitive. Chaque fois qu'il changeait la pierre de poche, il entraînait son cerveau à détecter le moment exact où une pensée parasite apparaît. Après quelques semaines, cette détection devient automatique. Le cerveau apprend à voir la naissance d'une distraction avant qu'elle ne prenne le contrôle. C'est exactement comme apprendre à un système de sécurité à reconnaître un intrus. Au début, il sonne après que l'intrus soit entré. Avec l'entraînement, il sonne dès que l'intrus approche. Finalement, les intrus arrêtent simplement de venir. Les anciens connaissaient cette science sans microscope. Miyamoto Musashi écrivait dans le livre des 5 rhinos « L'esprit calme n'est pas l'esprit vide, c'est l'esprit qui ne suit aucune pensée particulière. Il existe en état de disponibilité totale. » Remarquez, il ne dit pas « concentration intense », il dit « disponibilité totale ». La différence est tout. La concentration intense est tendue, limitée, épuisante. La disponibilité totale est détendue, infinie, régénératrice. Marcus Aurelius, empereur et stoïcien, écrivait « Confine-toi au présent. Si tu arrives à le saisir, pourquoi as-tu besoin de quoi que ce soit d'autre? Si tu ne peux pas le saisir, que pourrait ajouter quoi que ce soit d'autre ?» Il décrivait exactement le concept de Muga, la dissolution de l'ombre du temps. Pas de passé à ruminer, pas de futur à anticiper, juste l'action présente, pure, sans commentaire. Le rituel de l'ombre n'est pas ésotérique, c'est profondément pratique. Chaque fois que vous pratiquez la conscience métacognitive, observez vos distractions sans les juger, vous renforcez votre cortex préfrontal ventromédial. Cette région gère votre capacité à désengager l'attention d'un stimulus non important. En termes simples, vous devenez immunisé aux distractions. Une étude de l'Université de Wisconsin a montré que 8 semaines de pratique quotidienne augmentent cette capacité de 300%. 300%! Imaginez tripler votre capacité à ignorer les notifications, les pensées parasites, les anxiétés inutiles. C'est exactement ce que le rituel de l'ombre produit. Revenons au temple. Le moine immobile face au mur, le maître qui frappe avec la baguette de bambou. Un esprit qui se prépare à se concentrer n'est pas concentré. Le vrai focus n'a pas d'ombre. Maintenant, vous comprenez. L'ombre n'est pas votre manque de volonté, ce n'est pas votre faiblesse. C'est le commentaire mental permanent qui divise votre énergie en 1000 fragments. Quand vous travaillez, une partie de vous juge votre travail. Quand vous parlez, une partie de vous planifie la prochaine phrase. Quand vous êtes présent, une partie de vous est déjà ailleurs. Vous vivez en perpétuelle division interne. Le monde moderne amplifie cette fragmentation de façon exponentielle. Notifications constantes, sollicitations infinies, dopamine à la demande. Votre cerveau n'a jamais vécu dans un environnement aussi hostile au focus. Mais c'est exactement pour cette raison que le rituel de l'ombre est essentiel. Vous ne pouvez pas changer le monde, mais vous pouvez dissoudre les ombres qui vous empêchent d'y être pleinement présent. Votre pratique commence maintenant. Le rituel de l'ombre, version pratique. Prenez un petit objet, une pierre, une pièce de monnaie, peu importe. Mettez-le dans votre poche gauche. Pendant les 15 prochaines minutes, faites une seule tâche, n'importe laquelle. Chaque fois que vous réalisez que votre esprit a vagabondé vers une autre tâche, vers votre téléphone, vers une anxiété, changez d'objet de poche. Ne vous jugez pas, ne comptez pas, juste changez. C'est tout. Faites-le maintenant. Pas plus tard, pas quand vous aurez fini cette vidéo, maintenant. Si cette vidéo vous a plu, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo.